De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat dans le focus. Et nous recevons les jeunes de l'association WeBash, dont Mehdi Ahmed à la coprésentation avec moi. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Harold, bonsoir aux téléspectateurs. Donc du coup à ma gauche, comme invité sur ce plateau d'exception, on a... Pourquoi l'exception? Parce que c'est un très beau plateau. Voilà. Donc à ma gauche on a Enzo. Bonsoir Enzo. Bonsoir à tous, merci pour cette invitation. Les dernières minutes, mais merci. De vraiment dernière minute, on l'a chopé dans le couloir. Donc tu es tombé à point nommé. Juste à côté on a Noémie, bonsoir. Oui, bonsoir. Encore à côté toujours Daryl, on ne le présente plus, là tous les mardis soirs. Et Bonsoir, quasiment toute la semaine. Bonsoir les téléspectateurs. Bonsoir Daryl. Tu vas bien depuis hier? Oh ça va. Encore à côté, bien sûr, on a Cassie. Bonsoir Cassie de Mary's Project. Bonsoir Mehdi, bonsoir Harold. Bonsoir. Encore à côté, on a donc Emric. Bonsoir à toi, Harold, journaliste. Bonsoir Mehdi, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 10. Merci de me recevoir pour cette deuxième. Exact, puisqu'on avait commencé, on avait fait un premier round la semaine dernière. Et ce soir, on va poursuivre et ça sera un bon moment, comme la dernière fois. Tout à fait. Et pour finir ce tour de plateau, on a donc Yoel, membre de l'association WeBash. Bonsoir. Bonsoir. Ça faisait longtemps, mais je n'ai jamais été très loin. Par très loin, il veut dire juste à côté dans le plateau en fait. Bonsoir Yoel, ça va? Oui, ça va. Good. Au-delà de l'ombre cette fois. Donc pour introduire le sujet de ce soir, on a fait un petit micro-trottoir. C'est quoi le sujet? Le sujet de ce soir, donc c'est la liberté d'expression, puisqu'on avait commencé l'émission la semaine dernière avec une fin qui, du coup, on n'a pas pu continuer cette discussion, donc on la poursuit ce soir. Et donc pour l'introduire, on a fait un petit micro-trottoir avec donc Yoel et Eva, du coup, qui est du coup derrière la caméra. Mais pour pouvoir du coup avoir un peu l'avis des téléspectateurs peut-être ou de la population au sujet de la liberté d'expression. Donc on va se regarder ça tout de suite ensemble. Le droit de dire ce qu'on pense et de s'exprimer en toute sincérité, quoi. La liberté de dire ce qu'on pense, c'est ce qu'on a envie de dire sans se faire juger. C'est le fait de dire tout ce qu'on a envie. C'est un droit, ça devrait être un droit. Pas tout à fait, oui, parfois, mais globalement non. On se fait juger un peu partout malheureusement à l'heure d'aujourd'hui. Elle a pas mal évolué, je dis maintenant les gens, comme pour les LGBT, ils sont plus amenés à se montrer, alors qu'avant, s'il n'y avait pas la liberté d'expression, ils ne se laissaient pas montrer, ils se laissaient cacher. Du coup, je trouve que ça a évolué. Oui, alors, il y a beaucoup de choses qui sont dites, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites, qui ne peuvent être dites encore pour l'instant. Moi, je pense qu'on doit nous laisser nous exprimer, on est libre de faire d'autres choix. On ne doit pas laisser les gens décider pour nous, c'est notre opinion qui compte à nous. Le souci est que malheureusement actuellement j'ai l'impression que beaucoup de choses ne sont pas dites ou sont cachées, mais je vois quand même qu'on essaie de lutter au travers de nos réseaux, même s'il y a de la désinformation justement au travers de cette tentative d'information. Ils vont toujours modifier ce que vous allez dire, censurer des choses, couper des mots, donc ça ne sert à rien de s'exprimer à la télé, à la radio, etc. Ça doit être réglementé. Il faut réglementer. Parce qu'on ne peut pas dire n'importe quoi non plus. À mon avis, oui, peut-être censurer certaines choses, mais dans tous les cas, on vit dans un monde où c'est compliqué. Il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de personnes qui sont contre, qui sont pour. Et c'est un débat sans fin au final. Ça ne devrait pas être quelque chose qui devrait être stoppé, ça devrait plus être banalisé à l'heure d'aujourd'hui parce que on vit dans une société où on a la liberté de faire ce qu'on a envie de faire. Comme on sait déjà maintenant, là, pour celle ci parole, tu vois, ça peut tourner au drame, donc ouais, surtout. On devrait pouvoir s'exprimer sur ce qu'on veut, quand on veut. On devrait toujours s'exprimer comme on le pense et accepter le jugement, mais il ne faut pas que ça nous atteigne. Oui, quand même, parce que parfois il y a des gens qui s'expriment mais qui disent n'importe quoi aussi. En soi, on a la liberté de pouvoir, mais il faut doser, il faut se mettre à la place des gens. On ne peut pas dire n'importe quoi. Même si on a le droit,
On ne veut pas dire n'importe quoi. À mes yeux, le fait de censurer quelque chose reste un crime. Tout simplement parce que même si cette chose peut être traumatisante, peut être vulgaire ou violente, ça reste un enseignement quelque part, aussi gore soit-il. Je pense qu'avec la liberté d'expression, on devrait avoir le droit de dire ce qu'on voudrait sans être censuré pour rien. Il y a des bornes qu'il ne faut pas dépasser, à mon avis. Il y a des limites qu'il faut respecter pour le respect de tout le monde. Il y a des gens qui arrivent à s'exprimer mieux à la télé ou bien mieux s'il n'y a pas de caméra. Parce que regarde, j'étais bien parlé tout à l'heure là, mais maintenant Les réseaux sociaux en fait, sur Instagram et tout. Mais bon, après, tout ce qu'on a vu, ça ne fonctionne pas vraiment. Il n'y a pas beaucoup de respect sur les réseaux. Alors d'aujourd'hui, on se fait juger un peu partout, même sur les réseaux sociaux. On a toujours les gens qui répondent par rapport à ce qu'on dit et qui ne sont pas d'accord. Donc ça barre sur des argumentations. Bon, j'ai pas choisi une plateforme, mais on peut dire globalement les réseaux sociaux. Oui, en ce moment, c'est Facebook et Instagram. Hein. Ces deux-là, c'est ce qui marche en ce moment. Maintenant, c'est la modernité, c'est Internet et tout c'est Internet. Hein. Toutes les plateformes sont surveillées et toutes vidéos déplaisantes sont annulées. Donc s'exprimer librement restera toujours compliqué tant qu'on n'acceptera pas l'expression de tout un chacun. Moi, je dirais les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, tout ça. Pas la télévision, la radio, non. Pas vraiment. Je trouve qu'on en fait un peu trop de ce côté-là, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, que ce soit au niveau de la télé, beaucoup trop présente concernant cette mise en cause de la liberté d'expression. Moi, personnellement, oui, ça va. Ah mais bien sûr, bien sûr. Oui, j'ai pas de problème avec ce genre de choses. Ben oui, ça dépend de mon entourage, parce que là où je suis en Guadeloupe, je suis libre pour m'exprimer. Hein. Oui, bien sûr, oui. Si j'ai quelque chose à dire, je dis ce que j'ai à dire, oui. Absolument. Je trouve même que certains prennent un peu de largesse avec cette liberté. Carrément. Qui pense avoir la liberté de dire ce qu'il veut? Alors, sincèrement, je trouve que c'est un petit peu un mythe. Hein. Je trouve qu'on peut parler de pâtes, les pâtes qu'on est en train de cuire dans la cuisine, mais concrètement, si on veut être vraiment problématique, on ne peut pas vraiment s'exprimer. On peut balancer quelque chose, mais à un moment ou à un autre, on a un retour de frappe, hein, forcément. Ok, donc pas de liberté pour Yoel. Enfin, en tant que créateur de sites d'actualité, c'est vrai que le sujet m'a fortement intéressé lorsque vous m'avez invité, parce que tout simplement, déjà, qu'est-ce que la liberté et où elle s'arrête et où elle commence en fait? C'est ma question. Pendant mes études, j'ai fait mes études à une période très particulière de la France. On a vu une nouvelle fois le Front National monter. Et on a vu des humoristes comme Dieudonné, par exemple, se faire lyncher publiquement par rapport à ses spectacles. Et dans un autre sens, on voyait que des partis d'extrême droite disaient tout et n'importe quoi et on ne les sanctionnait pas. Par exemple, en ce moment, bientôt les élections présidentielles, un certain animateur, présentateur et polémiste français se permet de dire... même critiquer l'origine des prénoms des gens, écrire des livres un peu polémiques. Bon, en même temps, c'est sa marque de fabrique et c'est son cachet économique. Et il vit de ça, le gars. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'il va sur un plateau de télé, il est payé. Hein. Plus il vend des livres. Mais en même temps, le français lambda, le français de base, il est facilement manipulable par ça, en fait. Et puis, où je veux en venir, c'est que si une personne peut dire quelque chose, ce genre de paroles, pourquoi l'autre ne pourrait pas la dire en fait? Et on arrive sur la liberté à deux vitesses. On est clairement sur une liberté à deux vitesses, et même en ce moment, avec tout ce qui se passe au niveau du pass sanitaire, on voit vraiment, on se pose des questions, et même auprès des instances internationales, la France est de moins en moins un pays considéré comme un pays de liberté d'expression. Avant, on était dans les 10 premiers, maintenant on est dans les 30 premiers. Ça diminue au fur et à mesure. Et on est vers vraiment les 30e. Voilà. Plutôt vers le bas. Effectivement, on a bien glissé depuis quelques années. Alors, donc, me concernant, moi, ça va être beaucoup plus court. En fait, donc, la liberté d'expression, oui, elle existe, mais le fait de savoir qu'on a des limites, on va
naturellement appliquer ses limites et justement donc... On s'autocensure. Voilà, exactement. Donc il y en a une, il y a la liberté d'expression, mais on sait en fait qu'on a des limites, donc on va pas dépasser ce stade. Un exemple, dans mon domaine, je parle de mon domaine, la communication, on fait toujours remplir ce qu'on appelle la fiche de droit à l'image. Donc c'est déjà un premier point. C'est-à-dire qu'on sait que cette fiche va nous protéger tout en ayant la liberté de communiquer. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est limité, mais elle existe. C'est limité, mais elle existe. Après, voilà. Est-ce que ça ne rejoint pas la définition qu'on a de la liberté, puisqu'on dit souvent que la liberté commence là où celle des autres s'arrête. Donc du coup, est-ce que ce ne serait pas juste la définition de la liberté en fait ? De s'auto-censurer pour ne pas... J'allais en venir, en fait. Tout dépend du référentiel, de celui qui est en face de toi. Je pourrais parler de tout et n'importe quoi avec un individu qui partage les mêmes idées que moi, comme je pourrais dire quelque chose qui risque d'offusquer la personne en face de moi et dira que oui, là, tu commences à dépasser un bord... Est-ce que c'est pas ta liberté d'offusquer la personne en fait ? C'est ça. C'est ça. Et on a déjà remarqué que dans l'histoire de notre pays, quand tu dépasses un certain bord, quand tu parles d'une certaine communauté, tout de suite tu es sanctionné. Parce qu'on va te dire que oui, la souffrance humaine ne permet pas de parler de certaines choses, on n'est pas à leur place et tout. J'ai envie de te dire que chaque communauté a obtenu sa part de souffrance. Après, mais bon. Donc toi tu es pour lui c'est 2 vitesses. Moi, et toi j'ai envie de te dire, variable. ça dépend du décideur qui est en face de toi en fait. Si voilà, on est sous Canalys, on arrive à plus ou moins nous exprimer comme on le souhaiterait. Et encore, et encore en prenant en compte même pour la plupart d'entre nous certains aspects qu'il y a autour de chez nous. Mais voilà, je sais que sur YouTube ou Facebook, je pourrais dire certaines choses qui pourraient être censurées de manière directe. Ah, c'est gentil, oui. Actuellement, tu vois. Oui, et ça appartient à une personne qui s'occupe de ces plateformes-là. Sous le plan médiatique, je pourrais dire quelque chose qui, en fonction de la personne qui est au sommet, va dire « Ah non, vous comme moi, non, tu peux pas te permettre de dire ça sur ma chaîne, tu vois. C'est en fonction de là où la personne se situe, en fait. On a très bien vu ces dernières années, encore une fois, cet humoriste a vu au fur et à mesure ses réseaux sociaux et sa chaîne YouTube supprimée. Bon Dieu, enfin Dieu merci. Mais il a eu la bonne idée. Dieudonné a eu la bonne idée de créer son propre site. Donc maintenant, toute son actualité est référencée sur son site. C'est pas faux, c'est l'un des seuls cas du basculer de toute façon à son propre site, puisqu'il n'avait aucun autre moyen. Après, je me dis que la France, c'est quand même dans l'une des premières règles de la France, c'est que la France est une république une et indivisible. Donc c'est vrai que depuis quelques années, une dizaine d'années, on voit apparaître, même au niveau de la tendance sexuelle, l'origine et de la religion, de l'autocensure, de la censure carrément pour ne pas blesser l'autre. Des blagues... Là, tu parles de Charlie Hebdo, là, un peu on les accuse d'aller trop loin. Voilà, ouais, des fois... Enfin, pas que Charlie. Mais est-ce qu'ils vont trop loin? C'est ça la question. Justement, toi, en tant que journaliste, est-ce que tu trouves qu'ils vont trop loin? C'est vrai qu'il y a des fois, il y a des unes qu'ils font, ça me dérange. C'est presque pour provoquer la liberté d'expression. Hein. Ouais, après, c'est fait pour vendre. Charlie Hebdo, c'est vendeur, il faut vendre, donc ils vont... Il faut racoler, ils racolent. Voilà. Ben voilà, ça. Mais justement, ce que tu dis, ça me rappelle la cancel culture. Du coup, c'est le fait, depuis les années 2010 à peu près, de bannir de la société une personne pour un acte ou pour une chose qu'elle a dite avec lequel on n'est pas d'accord, sans forcément qu'il y ait de légitimité sur un plan juridique, par exemple. Je prends l'exemple notamment des marques qui utiliseraient, qui feraient construire leurs vêtements par exemple en Chine, qui se font bannir des réseaux sociaux, qui subissent une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux. Et moi aussi, du coup, j'en ai fait les frais lorsque je publie des vidéos problématiques pour certaines personnes sur les réseaux sociaux. Je subis des campagnes de dénigrement sur les réseaux sociaux comme Twitter. Et du coup, moi,
moi, je trouve quand même qu'il y a une liberté d'expression, mais qu'elle reste assez limitée et elle reste assez subjective en fonction justement des personnes qui sont en face de nous. Et par exemple, on revient à Charlie Hebdo, comme tu l'as dit, ça fait une fierté pour la plupart des Français qui prônent la liberté d'expression. Mais paradoxalement, comme il disait, Dieudonné censuré pour antisémitisme, alors que le blasphème, en théorie, n'est pas, enfin tu me diras si je me trompe, mais n'est pas interdit en France. C'est une république laïque. Voilà, du coup, pourquoi certaines religions attaquées, ça passe, et pourquoi d'autres religions attaquées, ça ne passe pas. Donc on voit déjà qu'il y a... On en revient à celui qui décide en fait. Voilà, selon mon avis, c'est pas très juste. C'est pas très juste. Ça dépend vraiment du référentiel en fait. Après, Enzo. J'aimerais juste revenir sur la définition simplement de la notion de liberté d'expression. La liberté, c'est un droit, on l'a dit, on le redit, c'est donc la condition finalement de notre vie, de notre survie en société. Si nous sommes un état de droit, c'est en grande partie grâce à cette liberté d'expression. Si je vous parle ce soir, c'est grâce à cette liberté d'expression. Mais voilà, lorsqu'on exerce un droit, dans un état de droit, il y a des normes, des règles. Elles sont votées, ce sont les encadrements juridiques qui viennent restreindre nos libertés. On l'a dit tout à l'heure, pour le schématiser, il y a cette citation « à un grand pouvoir incombe de grandes responsabilités ». Et la question c'est, est-ce que je dois m'auto-censurer ? On l'a entendu tout à l'heure, ça a été dit très justement, mais où doit s'arrêter l'autocensure ? On parle de l'affaire Dieudonné qui a été condamné pour atteinte à la dignité humaine, très exactement. On a parlé tout à l'heure des attentats de Charlie Hebdo. Est-ce que Daryl, tu as parlé tout à l'heure du référentiel, qui finalement est le juge qui vient arrêter ce qui est bon, qui est permis, entre guillemets, et ce qui n'est pas permis. On ne peut pas non plus être acteur et en même temps juge à la fois, se faire juge soi-même. Sinon, on tombe dans le cas justement du tyran, celui qui empêche de s'exprimer, et celui qui vient réprimer par la force, par exemple les terroristes, la liberté d'expression de quelqu'un. On l'a dit tout à l'heure, l'infraction de blasphème n'existe pas en France. Charlie Hebdo, c'est Charlie Hebdo, ils ont leur ligne éditoriale, de la même façon que Canal 10 a sa ligne éditoriale, Guadeloupe Première a sa ligne éditoriale. Mais de là à ce qu'on aille outrepasser le droit, moi qui suis juriste, je vous dirais non. Il faut respecter ce cadre légal, ce cadre... Donc c'est comment ça doit être à l'être humain de s'auto-censurer suffisamment bien. Comment on sait qu'on est dans le cadre ou qu'on n'est pas dans le cadre ? De mon côté, je pense que c'est une arme à double tranchant. Parce qu'un jour, on veut l'utiliser pour trancher. N'est-ce pas ? On dit, tiens, j'ai le droit de m'exprimer. Pourquoi je n'aurais pas le droit ? Je le fais. Mais le jour où on a une communauté qui exprime quelque chose de, par exemple, raciste, et qu'il le promotionne, là on va vous le ressortir, ce fait de moi aussi. On ne peut pas dire ce qu'on veut. Exactement. Si j'ai le droit de le dire, du coup c'est une arme à double tranchant. Là où je pense qu'il y a probablement une inégalité probable, c'est que souvent là où la balance se penche, c'est vers dès que c'est la vie publique en fait. Si la vie publique n'est pas d'accord, étrangement la loi penche de son côté. Si c'est une minorité qui se ressent représentée et critiquée, j'ai l'impression qu'elle n'est pas forcément écoutée, pas forcément remise en question. Donc, et je rebondis. Le plus fort qui aurait raison dans tous les cas. Je rebondirai sur ça en disant que de nos jours, en plus, il y a cette migration de la vie privée et la vie publique avec les réseaux sociaux. On voit bien que très rapidement, on arrive à ce point de jonction entre ce que je partage en story, par exemple, sur une plateforme publique. Si je suis dans un compte public, c'est considéré comme étant l'espace public. Vous le saviez, ça. Si par contre je suis en compte privé, on va dire que c'est du privé. Bref, il y a aussi cette norme qui est la liberté d'expression qui doit s'adapter à notre lecture actuelle du monde. Aujourd'hui, il faut aussi se tourner vers les vecteurs de la liberté d'expression, notamment dans le secteur du numérique, n'est-ce pas, Webash ? Les plateformes comme Facebook, Instagram, WhatsApp sont aussi accusées, dans le cadre des infractions qui sont réglementées par le code pénal, d'être des complices. N'est-ce pas ? Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? On doit réglementer, il doit y avoir une autorité supérieure qui réglemente même les réseaux sociaux ? Elle existe, et prenons par exemple l'actualité aux États-Unis. Récemment, Facebook fait l'objet d'accusations graves, très graves, qui en fait
par un whistleblower, en gros c'est un lanceur d'alerte, vient dire que Facebook instrumentalise les contenus haineux, les contenus provoquant, on va dire, la divergence, presque le mal-être de ses utilisateurs pour créer plus de clics, plus de contenu. Vous voyez comme finalement on pense être libre, mais dans même le média qu'on utilise, notre vecteur d'expression, on est aussi encadré. Donc liberté, point d'interrogation. Donc c'est ce que Noémie disait la semaine dernière sur le fait que aujourd'hui on parle de liberté d'expression, mais au final ce serait plus un leurre, puisque dans chaque environnement où on est amené à prendre la parole, on va devoir du coup se plier aux normes de chaque environnement pour pouvoir, on va dire, avoir cette liberté. Donc, après, on a quand même la liberté, parce que quand tu prends des pays comme la République populaire de Chine, avec leur crédit social, il suffit que tu traverses pas la rue, tu perds des crédits sociaux. Il suffit que tu te battes dans la rue, même si tu es dans ton bon droit, tu perds ton crédit social. Il suffit que n'importe quoi, tu es fiché par... la liberté d'expression, c'est la liberté tout court, là. Tu perds ta liberté. Et le problème, c'est que j'ai des amis qui viennent de par là, et ils sont habitués, quoi. Le fait qu'on soit ici assis, on parle de la liberté, c'est qu'on est encore dans la liberté, mais il faut quand même garder un œil sur notre liberté et voir si les gens de pouvoir ne l'ôtent pas au fur et à mesure. Réponds à la question tout de suite. J'allais vous donner l'exemple, je ne sais pas si vous avez suivi le chanteur R. Kelly. À un moment, l'histoire qui s'est fait juger. On parle de tous les noms à pas nommer, quoi. Non, mais soyons concrets, je me suis penché sur la question, justement, en tant que chanteur et tout. Voilà, il a été, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un chanteur qui a été accusé de pédophilie en bande organisée, je crois. Trafic d'êtres humains, Trafic d'êtres humains. Et YouTube, Facebook ont décidé de le bannir complètement les réseaux sociaux. Tout ce qui le concernait a été supprimé et on ne peut plus les retrouver. Et de la même façon, l'homme le plus puissant du monde à l'époque, le président Trump, a été banni de Twitter durant une campagne électorale qui allait peut-être basculer sur ce réseau social précisément. Mais après, Trump, il a quand même failli faire un coup d'État, en fait. Je répète encore une fois, c'est pas on parle de la liberté d'expression. Oui, juste liberté d'expression. Le mec, il peut dire ce qu'il veut sur son Twitter. Une invasion du Capitole. Mais c'est pas sûr, ça c'est pas tout. Je pense qu'ils enquêtent là-dessus, c'est pas sûr. L'avocat du diable. Toi, aujourd'hui, tu places Trump dans le camp du mauvais. Mal. Dira-t-on, je schématise, mais on va s'accorder sur ce point pour pouvoir avancer. D'autres pensent que Trump, et ce sont des partisans de Trump qui incarnent le bien. Qui peut dire ce qui est bien ou ce qui est mauvais? Alors on s'interroge, quel est le pouvoir qu'a ce réseau social qui est Twitter de venir censurer l'homme le plus puissant au monde? Bien sûr, je me fais encore une fois l'avocat du diable, n'allez pas dire que ce qui ne fait pas... forcément du diable, il est gentil quand même pour un diable. Mais tout est relatif. Pour revenir à Kelly, ce que je voulais dire par là, c'est le fait que voilà un chanteur qui a produit des morceaux, qui pour la plupart a fait danser des personnes, etc. Et pour une accusation... Ok, on le retire, mais il ne faut pas oublier qu'il n'était pas tout seul. Il avait une équipe et des personnes qui l'ont accompagné, qui l'ont produit avec lui. Donc tout l'argent qu'il gagnait via YouTube, Facebook et tout, tous ceux qui ont collaboré avec lui, en gros, ils ne gagnent plus rien. C'est comme si on bannissait Yun Cheng parce que, on connaît tous ces histoires. Parle pas de malheur. Pas de mal, s'il vous plaît. Non, mais tu t'en rends compte, il y a les musiciens, il y a la production, il y a tout cela, il y a les autres chanteurs, il y a la personne qui fait le clip, le caméraman et tout. On va faire un truc qu'on ne fait pas d'habitude, on va du côté du téléphone pour prendre un appel d'auditeur, puisque beaucoup de gens veulent participer, donc on va commencer quand même à les écouter. Allô, oui, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir madame, on vous écoute, allez-y. Oui, j'appelle pour intervenir par rapport justement à la liberté d'expression et des réseaux sociaux, et j'aurais aimé justement dire que, en fait, je pense que même sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on peut réellement parler de liberté d'expression dans le sens où maintenant, je pense que les jeunes sur le plateau ont remarqué que tout comme moi, il y a pas mal de vidéos qui sont entrecoupées de publicité. Donc est-ce qu'on peut dire qu'on peut faire passer un message constructif qui n'est peut-être pas censuré quand peut-être chaque 10 secondes, 2 minutes ou bien 3 minutes, on a une pub qui n'a strictement rien à voir avec le message qu'on veut peut-être faire passer ou qui est complètement contradictoire avec le message. Au final, ça aussi, c'est une atteinte à la liberté d'expression dans le sens où le message, en fait, il est complètement dévié. La personne ne peut plus être concentrée sur ce qu'on lui dit et sur le message qu'on essaie de lui faire passer.
publicité, dans le sens où avec la publicité, c'est la consommation, le fait de dépenser, etc. Ce sera toujours le message qui va revenir encore et encore. Maintenant, on ne peut plus s'exprimer de A à Z de façon complète en fait. Même dans les messages, des vidéos, les choses comme ça qui ne sont pas censurées, le fait d'entrecouper tout ça de publicité fait que en fait le message sera toujours détourné. À la fin, est-ce que la personne se rappellera de ce que vous lui avez dit ou bien de la pub qui l'a intéressé dans le message? J'ai une question, Donc, au madame. final, je trouve que même à ce niveau-là, en fait, ça fait un moment que la liberté d'expression n'existe plus et est complètement illusoire, selon mon avis. Mais attendez, madame, Daryl a une question pour vous. Est-ce que sous quelle plateforme vous regardez vos vidéos? Est-ce que c'est sur YouTube, sur Facebook, pour avoir un peu plus de détails? Les pubs dont vous parlez, elle a coupé? Je pense qu'elle est partie. Ah. Ta question n'était pas pertinente, Daryl. Si c'est sur YouTube, c'est un peu normal qu'il y ait ce genre de publicité. Et sur Facebook aussi. Elles arrivent de partout maintenant. Sur tous les réseaux, parce que c'est leur moyen de se faire du chiffre d'affaires, tout simplement. Voilà, par exemple, moi, à mon niveau. Donc la liberté d'expression se paierait? Je comprends pas là. Alors, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. L'expression, si par exemple tu as une entreprise, tu veux te faire connaître, tu as du contenu à faire connaître à ton public, c'est normal que tu prennes ta carte de crédit et tu finances Facebook pour avoir une pub qui apparaîtra, je sais pas, sur un contenu qui est populaire ou ton post va devenir populaire. Ça n'a rien à voir avec la liberté d'expression. Par exemple, moi, quand j'ai commencé The Link FWI, j'ai commencé sur Facebook. Et c'était en 2010, 2011 même. Et à l'époque, c'était la guerre de Libye. Il y avait vraiment du contenu violent. On voyait les avions de chasse français, qataris, bombarder des villages. C'était vraiment... et moi, je prenais le contenu, évidemment, ça a commencé comme ça. Je publiais. Il y avait des armes de destruction vraiment... Voilà, on voyait les cadavres, on voyait les morts, même Kadhafi, enfin, son cadavre était traîné, ça a circulé sur Twitter, Instagram, Facebook. Non, Instagram n'existait pas encore. Et maintenant, c'est vrai qu'au bout de 10 ans, j'ai vu que ça a commencé à être restreint. Même la parole commence à être restreinte. Et il y avait même des contenus terroristes avant sur Facebook. Hein. Ben, bref. Mais je suis content. Il y avait beaucoup plus de contenu en fait. Voilà, je suis content quand même que... Il y a eu des limites parce que c'était des fois insoutenables, des gens se faire lyncher, la non, mais moi j'ai envie de te dire, c'est la réalité de la situation. Je me dis, il y avait un site qui s'appelait, les gens vont trouver ça un peu bizarre, qui s'appelait Best Gore. Oh non. Oh putain, ça date. Ce site-là promettait le fait le fait que il était important pour de la liberté de journal. Ne tapez jamais ça sur Internet. Non, mais il n'existe plus, il a été censuré. Oui, il a été censuré. Mais concrètement, il montrait tout. Quand il y avait eu le tsunami en Inde et qu'il y avait eu malheureusement plus de milliers de morts, il y avait des photographes qui ont montré un peu l'état de la situation, montré les cadavres et tout, et ce site-là les répertoriait, les affichait sans souci, et pendant que nos médias, eux, préféraient au maximum de... Nous, c'est images floutées, c'est images et tout, alors que c'est une réalité de la situation, t'imagines, pour nous aussi. C'est pour la diffusion. C'est-à-dire, du moment que tu sais que la personne est majeure et qu'elle a envie de comprendre. Moi, je regardais quand j'étais mineur, et je suis sûr que toi aussi. Oui, mais bon, bref, ça va pas traumatiser pour autant. Mais en fait, c'est-à-dire que tu vois la réalité de la situation. En fait, je suis pas forcément d'accord parce que déjà, tu parles de ton point de vue personnel, mais tout le monde n'a pas la même réaction au stress. Et tu as des enfants qui ne sont pas habitués. Je suis désolée, tu as des enfants qui voient ce genre d'image et qui gardent des traumatismes pendant des années, et je ne vois pas l'intérêt de voir une vidéo de violence extrême à ce point. Je ne vois pas ce que ça a de constructif en fait. On peut très bien dire une personne a été assassinée sans montrer la scène de son assassinat. Je ne comprends pas l'intérêt. Pour toi, c'est plus du voyeurisme de vouloir voir la scène. C'est du voyeurisme malsain, et je ne comprends pas l'intérêt d'un point de vue média. Et je voulais aussi réagir par rapport à ce que tu avais dit, à savoir que tu trouvais ça limite normal qu'une personne, pour un acte ou une parole qu'elle ait commis, soit complètement bannie des réseaux sociaux de manière indéfinie. Non, j'ai pas dit ça comme ça. Oui, mais je suis pas du tout d'accord, parce que je suis d'accord sur le fait qu'il y a certaines choses qui doivent être sanctionnées, donc par une peine ou par un retrait du contenu, mais par contre je suis contre justement l'interdiction et le bannissement de manière indéfinie des gens sur les réseaux sociaux, parce que ce que Trump a commis par exemple,
je suis désolée, mais c'est beaucoup moins fort que ce qu'il a subi en représailles, à savoir le mutisme, en fait, le mutisme médiatique, le mutisme sur Internet. Quand à côté, tu as des Éric Zemmour qui se font condamner pour et qui sont injure raciale, je crois, et qui sont quand même sur les médias, qui ont toujours le droit de s'exprimer, dont les contenus ne sont pas supprimés. Donc tu vois bien que c'est inégal. Après, il faut déjà mettre le contexte. Nous sommes aux États-Unis, nous sommes en France. Donc c'est deux législations. Les Américains, ils sont réputés et puis pour après, aimer faire ce qu'ils veulent, quoi. Il faut revoir le passif de Donald Trump. Il s'est attaqué aux médias, ce qui est un gros lobby aux États-Unis. Pendant toute sa présidence, Donald Trump n'arrêtait pas, même pendant la campagne de 2000. En fait, c'est pas une raison. Moi, je répondrai tout simplement que la démocratie est une aventure, c'est un défi, et que Donald Trump a remporté une élection dans l'un des pays avec. Excusez-moi, monsieur. Avez-vous des preuves de ce que vous avancez? C'est l'exemple parfait. Avez-vous des preuves de ce que vous avancez? Parce que vous êtes sur un espace public et que ce que vous faites, ça peut être de la diffamation. Vous pouvez être poursuivi. Alors, bien sûr, je vous donne un exemple. Mais dans la crise du Covid, dans n'importe quelle situation, ce que vous faites là sans preuve, c'est dangereux, monsieur. Pour le téléspectateur, mais surtout pour vous. Il y a quand même une enquête qui est en cours. Mais en ça, je ne trouve pas que ça justifie le fait d'empêcher la personne de s'exprimer. Pour le site en question là. Bon, je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord pour les mineurs. Je suis d'accord pour les mineurs et tout, mais je me dis, le souci quand tu censures ce genre de choses, c'est que les gens ne se rendent pas compte de la réalité de la situation, du côté dramatique. Pourquoi tu veux que les gens voient une personne couper la tête en deux? Quand on te dit que là-bas il y a la guerre et tout, les gens sont arrivés dans une situation où on s'en fout. Mais attends, mais tu sais, on voit pas le côté dramatique. Mais attends, tu es en Guadeloupe, tu sais qu'il y a la guerre en Iran. Ça t'apporte quoi de savoir ça? Concrètement, ça t'apporte quoi de le savoir? Ça t'apporte quoi de voir les vidéos? La réalité de la guerre. Ok, tu connais la réalité de la guerre et après, ça t'apporte quoi? Mais ça t'apporte quoi de savoir? Justement, je reviens sur ce que tu as dit, et c'est vrai que j'ai un ami, Cédric Hicham, qui est photoreporter. Cédric Hicham qui nous a fait les clichés à la morgue du CHU. Voilà, justement. Il a été clashé par rapport à ses photos. Clairement. Même moi, j'ai fait des photos, bon, je suis pas allé à la morgue, je suis tombé moi-même malade, mais j'ai aussi fait des photos des gens qui se faisaient tester, des fax. J'ai été clashé aussi. Donc, nous, on essaie de faire notre travail de journaliste, de photoreporter, mais on se fait clasher par le public. Par les anti-vax, tu te demandes est-ce qu'on est vraiment encore libre? Et est-ce que parce qu'il y a une inversion. Là, pour cette affaire-là, il y a une inversion. C'est que justement, d'habitude, les gens sont plus dans l'optique de Noémie à se dire il faut limiter ce qu'on voit, et les images gore sont à éviter justement dans les médias. Et là, ils sont partis à contre-pied donc pour la gestion de crise en disant pour faire prendre conscience à la population, on va montrer ouvertement des sacs de cadavres empilés. Donc en fait, ils ont inverser le truc, puisque normalement, techniquement, en France, c'est banni ce genre d'image-là. Clairement, tu vas filmer un cadavre par terre. C'est interdit. Voilà, c'est interdit. On va t'attaquer dans tous les cas. Mais là, c'est vrai que pour le Covid, ils ont laissé carte blanche aux médias. Oui, mais quelles répercussions? Certains médias, il faut dire, certains médias. Moi j'ai pas été. Quelles répercussions psychologiques que ce genre d'image a eu justement sur la population, à ton avis? La peur, forcément, mais justement, ça a impacté sous la peur. Et tu trouves ça normal de faire une politique de la peur auprès d'une population, d'aggraver un problème, au double tranchant, parce que quelque part, faire la promotion de certaines choses en disant que tu promulgues la haine raciale ou des choses comme ça, c'est aussi une histoire de peur. Peut-être que en étant provoquant sur certains points, tu fais peur à certaines personnes d'une manière ou d'une autre. C'est là qu'on revient au double. La question qui se pose, c'est où est la limite du politiquement correct? Exactement. C'est ça, pour moi, on devrait être libre de s'exprimer à condition que ça ne heurte pas les autres individus. C'est là où je pars du principe. Oui, mais si je suis raciste. Oui, mais exactement. Moi, j'aime pas telle ou telle ethnie, tu vois. Donc, mon discours. Et ça peut heurter certaines personnes. Non, mais par contre, c'est en ça qu'il disait que la personne qui est apte à dire justement, à poser les limites, c'est un juge. Donc, c'est pas Lily du 32 qui est sur Twitter qui va me dire si j'ai le droit de parler ou pas. Et c'est là qu'on rentre dans donc, ça se règle pas sur les réseaux. Voilà, c'est là. Le problème, c'est que. Je te coupe, excuse-moi. Non, c'est en ça que ça renvoyait justement à la cancel culture qui se développe
preuves justement, puisque vous avez des gens qui se prennent pour des justiciers et qui décident par eux-mêmes que oui, cette personne-là, elle doit être bannie des réseaux sociaux, cette personne-là, elle doit être dénigrée. Mais en fait, ils se prennent pour qui? La question que je pose est la suivante, c'est justement le rôle de toutes ces parties dans ce schéma qu'on décrit depuis tout à l'heure. Quelqu'un publie sur l'espace public une information, un point de vue par exemple, qui est contestable et on a le droit de le contester. Mais maintenant, on peut aussi déclarer, on peut signaler un contenu maintenant. Et beaucoup se font justicier, tout simplement parce qu'ils ne sont pas d'accord. D'ailleurs, c'est vous qui a déjà signalé quelqu'un? Moi, j'ai jamais signalé, mais j'ai été signalée pour discours de haine, pour une vidéo par exemple où j'avais dit que les Français se douchaient moins que c'est là où je veux dire. En quoi c'est de la haine par exemple? Ils ont mal pris ça. Les Français. Non, ça mais peut en provoquer fait, une peur. Si on s'arrête à la petite sensibilité de chaque personne, ben on peut rien dire parce que moi, si je dis j'aime pas le rouge, et demain, ça va être donc, s'il y a des gens qui acceptent le gore, ça va être donc aux responsables de la plateforme de trancher. Le gore peut avoir des conséquences d'un point de vue psychologique, traumatique sur les jeunes. Non, c'est pas une question d'aimer, c'est une question d'accepter la réalité de la situation. En fait, il y en a qui aiment ça et qui ont le droit de regarder. Ils n'ont pas le droit d'imposer ça aux autres en fait qui n'ont pas choisi de voir ces images. S'il n'y avait pas ce genre de métier, ce genre de profession, en fait, certaines situations dans des pays en crise ou en guerre n'auraient jamais été connues, en fait. Tu vois, par exemple, pendant la guerre, moi, j'ai un photographe que j'admire beaucoup, mais j'oublie le nom. J'oublie le nom, purée. Bref. Et en fait, le gars, il a fait des super belles photos. À un moment, on te voit, il est au Sierra Leone, je crois, ou au Libéria. On te montre un monsieur avec un coutelas et il coupe la main de quelqu'un. Et c'est grâce à cette photo qu'après, les casques bleus sont venus. C'est pareil au Rwanda, il y a eu le génocide du Rwanda. Il y a eu des photoreporters qui ont eu le courage de rester parce que les Tutsis et les Hutus, ça se massacrait. Pendant 3 mois, 1 million de morts. Même les Européens qui étaient là, ils se faisaient qui Je suis d'accord que ça a une utilité, mais toute la population n'a pas besoin de voir ce genre d'image. Si, quand même, ça influe. Justement, ça. Vous voyez ce que vous êtes en train de faire? Accordez-vous à être en désaccord. Et c'est ça l'objet de la liberté d'expression. Je ne suis pas d'accord avec toi, mais je me battrai pour que ce que tu dises, tu puisses le dire. Et c'est ça la démocratie. Oui, c'est ça. On est tout à fait dans le cas. Ouais. Alors, il y a Daryl qui vient à côté et qui nous parle de censure. Allez. Oui, donc je vais donc faire une petite parenthèse et vous parler donc de l'association Mary's Project. Donc je vais refaire une présentation. Donc Mary's Project, c'est une association donc, qui aide les femmes dans la technologie à se développer, principalement les jeunes femmes. Et donc c'est Sophie Lubin qui est basée sur Paris qui est à l'initiative de cette association. Donc voilà, donc vous pouvez voir notre site internet. Donc vous pourrez donc avoir l'espace où vous avez accès à la présentation de l'équipe, nos événements qui ont déjà été réalisés. Pourquoi Mary's? Alors j'explique pourquoi on a choisi donc Mary's Project, parce qu'en fait la créatrice de l'association est une grande fan de Maryse Condé, donc d'où Mary's Project. Et donc voilà, donc je tiens aussi à vous inviter à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Donc nos réseaux sociaux, donc ils sont donc Mary's Project, on est sur Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook. Et je tiens aussi à préciser que nous sommes en recherche de partenariats et de sponsors pour pouvoir nous accompagner dans ce projet, parce qu'effectivement ça demande un budget et nous avons besoin par exemple de tablettes pour animer donc nos ateliers lors de l'événement qui aura lieu le samedi 6 novembre. Donc si vous êtes aussi intéressé pour participer à l'événement en tant que bénévole, donc vous êtes le bienvenu. Nous avons également un Google Form, c'est en fait un questionnaire où vous pouvez mettre vos informations qu'on va donc mettre sur nos réseaux sociaux, que vous allez pouvoir remplir pour justement rejoindre l'équipe. Donc, voilà. Et on peut dire ce qu'on veut à Mary's Project ou pas? Oui, vous pouvez dire ce que vous voulez à Mary's Project. Liberté totale. Liberté totale. Surtout pour la femme. Canal 10 mènera l'investigation. Clairement. Yoël? Plusieurs membres de l'association UBAGE d'ailleurs accompagnent Mary's Project dans son projet pour la Guada Girl Tech qui vise à mettre, si je me rappelle bien, faire de l'éveil à certaines comment dire, pardon. À certaines filles sur les filières scientifiques. Alors pas forcément juste les filles, mais aussi les jeunes de manière globale. De manière générale. Muito bien.
Fermeture de la parenthèse. On revient sur notre thématique avec la liberté d'expression. Oui, Daryl, qu'est-ce qu'il y a, Daryl? Il veut venir dans l'émission. Alors, en fait, vous bien parler de l'événement, mesdames et messieurs. C'est un événement qui est là pour mettre en avant les femmes dans la tech, puisque malheureusement, nous sommes dans un milieu, que ce soit le milieu scientifique, où malheureusement, c'est majoritairement d'hommes. Et ce que Mary's Project essaie de mettre en place, c'est de montrer à tout le monde que les femmes aussi ont leur place dans ce milieu et qu'il est important dans une archipel qui est matriarcale que les femmes ont leur place et que c'est pas parce que oui vous voyez une majorité d'hommes que vous pouvez pas vous aussi emprunter ce chemin-là. Et tout est dédié à ça ce jour-là, le 6 novembre, où on va inviter des parents, mais surtout les jeunes enfants qui sont au collège et au lycée, afin de leur montrer des modèles de femmes qui ont réussi, qui s'épanouissent dans ce domaine-là, et leur montrer que c'est possible aussi pour elles. Je vous remercie et je laisse la suite. Alors l'événement, je tiens quand même à préciser rapidement qu'il aura lieu donc aussi un lieu de Guadeloupe Tech, qui est aussi une association. Même si à Jarry, c'est pas très loin. Voilà, tout à fait. Au niveau d'autour de bébé par là. Il y aura aussi d'autres lieux pour ceux qui sont un peu plus loin, mais vous pourrez vous renseigner auprès de Mary's Project. C'est un semaine, c'est quand le 6? Le 6 samedi. Un samedi, donc vous n'avez pas d'excuses concrètement. Okay. Donc le rendez-vous est donné le 6 novembre prochain à Guadeloupe Tech. Après pour vous accueillir. De Guadeloupe Tech, et on fait un bisou à Betty au passage d'ailleurs. Et au nouveau président, comment il s'appelle déjà? Ah, j'ai oublié. Ah, le nouveau président. Oui, le nouveau président. De Almol. Ouais. Sébastien Célestin. Oh là là. C'est un nom à retenir quand même. Il fait un gros job dans ce pays. Okay. On va revenir sur notre débat. Mayembe, toi qui étais justement tu étais à la diffusion, tu as écouté un petit peu les échanges. Alors, liberté d'expression, mytho ou réalité? Moi, je dirais que c'est un équilibre à trouver, en fait, tout simplement. Parce qu'on a le droit de tout dire sans forcément choquer les autres et sans forcément repousser les autres. Et comme moi, j'aime si bien le dire, il faut se sentir au centre de soi-même. Donc, si on a quelque chose on a une opinion à partager, on a quelque chose à divulguer, on a le droit de le faire. Après, à savoir... Même si l'opinion est extrémiste. Même si l'opinion est extrémiste, parce que... Je m'explique. Parce qu'il faut aussi qu'il y ait... Non, mais je m'explique. Même si c'est extrémiste, il faut pouvoir le dire. Parce que c'est dans l'extrême que les personnes qui veulent ramener l'équilibre vont dire, mais justement, tu es trop extrémiste, revenons à l'équilibre. Après, est-ce que c'est à l'État de le faire? Est-ce que c'est à la population de le faire? Est-ce que c'est à Mathieu 07, je ne sais pas ce que tu as dit, mais quelqu'un sur les réseaux sociaux à le faire? Je ne sais pas. On va voir. Mais il faut quelque part qu'il y ait cette forme d'extrême pour que l'équilibre puisse se manifester quelque part. Parce que finalement, s'il n'y a pas ces extrêmes, on ne sait pas où est l'équilibre. Donc par rapport à la liberté d'expression elle-même, oui, on a le droit de tout dire, mais en faisant attention à l'autre et en préconisant, en prenant soi-même ses... Justement, où est l'équilibre? Justement, et c'est ce que j'ai dit, qui va mesurer? Oui, continue. Qui va mesurer, c'est ça. Lorsqu'on prend l'exemple de... Je vais global, que l'État français, certaines fois, met de l'équilibre, on se pose des fois aussi des questions, parce qu'on se dit, mais l'État français, par exemple, empêche à certaines personnes de passer à la télé lorsqu'ils sont pour un discours raciste et autres, alors que pendant un moment, Brice Hortefeux était ministre de l'Intérieur, je crois, et il a été condamné pour racisme. Donc, c'est-à-dire qu'après, c'est à chacun aussi de savoir où il veut trouver son équilibre et à quel moment il veut mettre son équilibre. Moi, je dirais qu'il faut faut pas tomber dans l'extrême automatiquement, il faut savoir nuancer, notamment par rapport au rôle de l'État, par rapport à la responsabilité individuelle que chacun s'impose. Je prendrai cet exemple que tu cites et je prendrai par exemple les propos de l'extrême droite, qui souvent sont condamnés sur la scène publique parce que très souvent pas politiquement corrects. Toutefois, il y a un cadre légal, par exemple, qui vient certifier et imposer que l'esclavage était un crime contre l'humanité. Et dire le contraire, c'est passible de poursuite et on sera condamné pour cela. Il ne faut pas non plus laisser à tout un chacun le droit de dire ce qu'ils veulent, au prétexte que ça emmènera demain à BFM ou à LCI une espèce de réponse collective. On conditionnerait en fait une espèce de bonté. Déjà, c'est du conditionnel. Et ensuite, il y a un cadre à respecter. Certaines choses sont ainsi faites et la loi est faite de manière à ce que tout le monde puisse s'exprimer. Je respecte ce qui a été dit, par exemple, mais je ne le partage pas. Je peux dire tout et son contraire. Mais par contre, tant que je reste dans ce cercle qu'on m'a imposé, alors je ne froisse pas la société.
Alors on ne pourra jamais faire plaisir à tout le monde, ça c'est sûr, c'est une évidence. On peut pas faire Et d'ailleurs, j'aime bien cette expression, je te l'emprunterai, il faut être, tu as dit, au centre de soi-même. Il faut savoir qui on est. Mais voilà, on est au centre de soi-même, mais on est aussi au centre de la société. C'est pas simplement une addition d'intérêts individuels. La société, c'est le corpus de nous, Guadeloupéens, qui sommes partie intégrante à la France. Enfin bref, vous comprenez qu'on ne peut pas réfléchir que pour soi. Malheureusement, et je terminerai comme ça, durant cette crise du Covid, on voit beaucoup que sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de laisser-aller sur ce trajet-là. Mais est-ce qu'on n'a pas eu trop de police de la pensée ces derniers temps? C'est ça. Justement, moi j'aimerais bien réagir à ce que tu dis, justement, c'est que c'est un argument effectivement qu'on entend souvent ces derniers temps, à savoir la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, justifiant la censure de certains contenus parlant par exemple du vaccin contre le Covid ou des traitements contre le Covid, sous prétexte qu'ils mettraient en danger la vie des personnes. Donc est-ce que déjà tu trouves ça normal qu'on retire des contenus qui parfois sont juste un recopiage de faits s'ils sont sur le site de Santé publique France, par exemple le nombre d'effets indésirables après vaccination Covid, le nombre de morts après vaccination Covid? Comment expliquer que justement ces contenus qui ont des sources vérifiables soient quand même supprimés sur les réseaux sociaux ou soient quand même avertis, genre attention vaccin Covid, lisez bien les informations, certaines informations peuvent être erronées. Est-ce que, moi personnellement, je trouve que c'est une dérive en fait de ce prétexte, en faisant croire justement que c'est pour le bien de la société qu'on censure certaines personnes. Je ne suis pas du tout d'accord avec ces pratiques, surtout lorsqu'on voit par exemple, pour ceux qui ont vu l'émission d'hier, des médecins qui sont obligés de se cagouler pour s'exprimer à la télé par peur de perdre leur travail. Je trouve vraiment ça grave en fait. Alors, je voulais venir quand même sur un point. On confond souvent ce qui se passe sur les réseaux et ce que l'État contrôle. Nous sommes français, Facebook est américain. Quand des personnes vous corrigent sur ce que vous publiez sur Facebook ou sur Instagram ou sur TikTok encore, ça c'est pas très réglementé. Hein. Justement, ça appartient entre guillemets à l'État qui a mis l'application en place. Pour Facebook, automatiquement, vos vidéos de Covid, même si ça a été traduit, entre guillemets, ça appartient à l'Amérique. Hein. Ces signalements-là, c'est pas l'État français. C'est Facebook qui régule. C'est très rarement. C'est Facebook même qui régule. Exactement. Et du coup, quand quelqu'un bloque votre vidéo parce qu'elle a été signalée, c'est très souvent des entreprises tierces qui sont payées par Facebook pour toute la journée être devant des ordinateurs et dire ça rentre dans telle case, ok, on va le mettre dans attaque raciale, etc., quoi que ce soit. Et malheureusement, ça ne reflète pas forcément l'État en lui-même. On est d'accord. Ensuite, ce qui se passe à la télé et ce qui se passe par rapport au Covid, là, oui, c'est clairement de notre fait, du fait de la France et pas de l'Amérique ou autre. Merci pour l'explication. Mais justement, ça me fait penser que Emmanuel Macron a demandé justement à ce qu'il ait le droit de contrôler ce qui se passe sur les réseaux sociaux, à savoir pour réguler le conspirationnisme. Par le RGPD, oui. On le subit, même moi. Très grave. C'est très grave puisque ça pose la question justement de déjà qui va contrôler la véracité des faits réellement, puisque on a vu que la semaine dernière que la plupart des fact-checking qui étaient sur Facebook et les applications tierces étaient en fait payées par des laboratoires pharmaceutiques qui eux-mêmes commercialisaient les produits dont il est question actuellement. Exact. Donc tout ça en fait, il faudrait que ça soit régulé et il faudrait que les personnes qui ont des liens d'intérêt soient évincées de ces postes à responsabilité. Après là où je la rejoins, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, l'accès à l'information donne une plus grande liberté d'expression. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe qui va sur Internet, tape quelque chose, il y a une réponse. Donc c'est clair. Mais il faut aussi qu'on soit franc jeu, c'est-à-dire que la liberté d'expression sur le papier et ce qui se fait en réalité finalement, il y a quand même une grande différence. Comme elle dit, les laboratoires pharmaceutiques, ça a été prouvé, payent certaines sociétés pour faire du fact-checking et contribuer à leur mise en avant. Moi, je connais quelqu'un personnellement qui a dit que
à la bourse, tout ce qui est AstraZeneca, Moderna, enfin toutes les grandes sociétés ont fait plus de 300% de bénéfices. Lorsqu'il a dit ça, il a été censuré. Donc on voit bien. Que c'est réel, hein, c'est factuel. Hein. Et justement, et il y a même d'autres, parce que souvent on dit que c'est Facebook, c'est américain. Mais comme c'est quelqu'un qui passe à la télé, il a dit une fois à la télé, l'émission aussi a été coupée en France. Donc il faut bien comprendre que la liberté d'expression, oui, il y a quand même cette possibilité de s'exprimer, mais on voit bien que dès lors que ça touche certains intérêts, que là, à ce moment-là, qu'il n'y a plus forcément de liberté d'expression. Je reviens aussi à un exemple qui a été donné au niveau des choses gore ou pas, est-ce qu'on peut montrer des choses gore ou pas. Moi je dis, là encore, c'est à double tranchant, c'est limite, pour moi, dans ce cadre-là, ça peut rester du mytho. On empêche de montrer à certaines personnes des bombardements. C'est ce que j'ai compris de ce que Daryl a mis en avant. C'est justement que on va toujours douter du média en disant ah oui, telle chose s'est passée quelque part. On va se désintéresser, on va penser que c'est irréel. Il faut qu'on le voit. Là où j'en ai des symptômes, oui. Mais voilà. Après, Enzo, pas forcément. Juste pour terminer mon explication, c'est est-ce qu'on montre des bombardements ou pas? Alors, la France, l'État français, a dit que, je ne sais plus comment ça s'appelle, bref, qui faisait des bombardements chirurgicaux. Mais ils ont montré un bombardement, il n'y a rien de chirurgical. Non mais clairement, ils ont s'excusé dernièrement, ils ont tué des petits enfants. Oui. La France, parce que pour faire attention, c'est pas l'État, la France là, c'est pas les États-Unis, c'est la France qui a montré les Américains en train de pendre, comment il s'appelle, Kadhafi, pas Kadhafi. Le prisonnier irakien Saddam Hussein pendu, un président de pays. C'est les médias français. Pendu, c'est les médias français qui l'ont diffusé. Donc on voit bien que dès lors qu'il y a un intérêt, dès lors qu'on veut faire passer une idéologie ou un concept, là, dans ce cas, on met le gars. On est la liberté d'expression. Right. Enzo et après. Il faut qu'on conclue. J'aurais une observation juste très rapide. Derrière toute cette discussion, il y a un droit fondamental qui est le droit des biens. C'est-à-dire que moi, je passe aujourd'hui sur Canal 10. À qui appartient l'image ? Ton image t'appartient. Mon image m'appartient, mais j'ai accepté de venir, vous voyez. Alors j'ai un droit, on l'a dit tout à l'heure, à la rectification de l'image, etc. Vous le savez très bien, madame, monsieur. Mais demain, je passe sur Guadeloupe Première. Je veux dire, à qui appartient l'information ? À partir du moment où je viens chez vous, je suis... Juridiquement ? Oui, c'est ce que je vais vous dire. Directeur de publication. Exactement. Et si maintenant il décide, puisque c'est lui qui est responsable, de couper cette partie-là, ou pas pour X ou X raison, c'est là où je rejoins ton argument, c'est son droit. Alors la censure, elle n'est pas au niveau du juge, là, et c'est là où il y a peut-être un peu d'arbitraire, mais c'est son droit. Grosso modo, on en reviendra au fait que la liberté d'expression est arbitraire, à géométrie variable. Mais vous voyez, comme il y a un cadre quand même depuis tout à l'heure. Il y a un cadre, mais on peut plus ou moins s'écarter du cadre ou pas. C'est une question d'argent, j'aime bien. Oui, une question d'argent, mais je revenais à on va finir sur le cash-monnaie. Et je revenais à ce qu'il disait, c'est vrai que par exemple, il y a deux personnes qui aujourd'hui font polémique, c'est Julian Assange et on aime bien lui. Julian Assange, qui est l'un de mes modèles, qui est quand même le fondateur de Wikileaks. Justement, c'est lui qui m'a inspiré pour The Link FWI. Et il y a Edward Snowden. Ce sont des whistleblowers et ils ont montré certaines réalités de la guerre en Irak. Le whistleblower, c'est lanceur d'alerte. Lanceur d'alerte, voilà. Et oui, c'est vrai que beaucoup de gens ne savent pas. Et du coup, Julian Assange, en ce moment, il est poursuivi. Je ne sais pas s'il va être libéré parce qu'ils ont fait des demandes. Il sera libéré. Par rapport à un truc, on l'a attaqué sur son péché mignon, les femmes, mais il est en prison, mais il a dévoilé pas mal de choses qui ont fait préjudice au gouvernement fédéral américain sur ces guerres en Irak et en Afghanistan. Il a aussi dévoilé des millions et des millions de documents de tous les États du monde entier. Et Edward Snowden, lui, il a carrément montré le rôle de la NSA et justement par rapport aux réseaux sociaux, comment la NSA arrivait à accaparer toutes les données de tout le monde et filtrer tout le monde. Même les chefs d'État... Everybody. Même la chancelière Angela Merkel a été... Ipri adore ça, les chefs d'État africains pareil, tout le monde. Et la NSA, c'est la seule agence au monde qui est capable de faire ça en ce moment. Mais voilà, dans ton sens, aujourd'hui, il y a les Pandora Papers. On parlera d'argent, mais voilà, des personnes qui passent à la télé et qui disent que voilà, je ne dois pas faire ceci, tout le monde doit pouvoir se serrer la ceinture. Et pourtant, ils cachent de l'argent. Tout le monde doit être français, tout le monde doit pouvoir payer ses impôts. Et ensuite, ils vont de l'autre côté mettre de l'argent au Panama, à but on doit pouvoir cacher ces sommes d'argent. Donc,
où est la liberté d'expression? Tout est une question d'argent. Le mot de la fin, non, c'est vrai que par rapport au porno. L'argent peut déterminer ce que tu peux dire ou non dans ce monde. C'est pas la faux. maîtresse d'hôtel a caché 100 millions d'euros. Voilà. Merci beaucoup en tout cas à vous tous d'être venus sur ce plateau. On a bien débriefé sur cette question de liberté d'expression. Je pense que vous balancez plus du côté du mytho finalement que de cette réalité. Il y a des nuances. Il y a des nuances. C'est plus Enzo qui défendait vraiment plutôt que le fait qu'on soit dans un état de droit justifie effectivement qu'on a une certaine liberté d'expression, ce qui n'est pas faux. Mais après il y a une certaine réalité où je pense qu'on l'a tous très bien compris. En tout cas, nous on est pour la liberté de la parole ici à Canal. C'est la libération totale et complète. On n'est pas. Non, mais clairement, moi, je suis pas pour la limitation des choses comme ça. Je pense que c'est aux esprits de faire un travail sur les informations qu'ils reçoivent. Après, bon, sur les enfants, ça peut être une question vraiment à part. Normalement, même télévision, tablette, moi, je ne leur donnerai pas ça avant un certain âge, puisque ça fait un gros. Bref, passez une bonne soirée sur Canal 10 Télévision. On se retrouve demain. Bisous. Bisous.